Alors du coup, comme nous l'avons vu, on appelle enthalpie de réaction que l'on note delta R H standard, la variation d'enthalpie par unité d'avancement. Donc, si je multiplie l'enthalpie de réaction par l'avancement, j'obtiens la variation d'enthalpie. Par conséquent, lorsque la réaction va dans le sens direct, l'avancement est positif. Donc, si l'enthalpie de réaction est négative, dans ce cas-là, cela signifie que la variation d'enthalpie elle-même est négative et donc que le transfert thermique à pression constante est négatif. On parle alors de réaction qui est exothermique. Inversement, si l'enthalpie de réaction est positive, dans ce cas-là, la variation d'enthalpie elle-même est positive, donc le transfert thermique reçu est positif, donc la réaction a besoin d'énergie, elle est donc endothermique. Qui sont deux termes à connaître. On va prendre des exemples. Donc si je prends la synthèse de l'ammoniac, juste ici, donc on vous donne dans le poly, on vous dit qu'on a un équivalent de diazote qui réagit avec 3 équivalents de dihydrogène pour donner 2 équivalents d'ammoniac. On vous donne l'enthalpie standard de réaction qui vaut moins 92,2 kJ par mol. Donc, si on prend 1 mol de diazote et 3 mol de dihydrogène au départ, donc je vais partir de 1 mol de diazote et de 3 mol de dihydrogène. Dans ce cas-là, si je veux calculer la variation d'enthalpie, il faut que je connaisse l'avancement de la réaction. Donc je fais mon tableau d'avancement. Donc le diazote réagit avec 3 équivalents de dihydrogène pour donner de l'ammoniac. Donc si je pars de 1 mol et de 3 mol respectivement, à l'état initial, à l'état final, j'ai 1 moins l'avancement ici, 3 moins l'avancement ici. Donc si le diazote est limitant, mon avancement vaudrait 1 mol. Si mon hydrogène est limitant, mon avancement vaudrait également 1 mol. Donc ici, les deux sont limitants. Et donc l'avancement vaut 1 mol. Donc si vous ne savez plus faire ce genre d'exercice, je vous demande de vous reporter au cours du S2. Donc ici, si je fais du coup, je calcule ma variation d'enthalpie, ça me fait donc l'avancement fois l'enthalpie de réaction. Et donc, ça me fait ici moins 92,2. Kilojoules. Attention, si jamais on n'était pas parti de 1 mol et de 3 mol, mais si on était parti cette fois-ci de 1 mol de diazote et de 1 mol de dihydrogène. Dans ce cas-là, on remplace dans le tableau d'avancement. Donc ici, on aurait 1 mol. Ici, on aurait 1 mol. Excusez-moi, ici c'est moins 3 fois l'avancement. On aurait 1 mol ici, 1 mol ici. Et donc, ici, si celui-ci était limitant, on aurait 1 mol. Ici, 1/3 de mol. Donc c'est ce réactif-là qui est limitant. Et donc l'avancement ne vaut plus 1 mol dans ce cas-ci. Mais l'avancement vaut
0,33 mol. Et donc ici, quand on va faire l'application numérique, ne mettez pas 1 ni 2 en faisant la somme. D'accord ? Calculez l'avancement de la réaction avec un tableau d'avancement, déterminez l'avancement, puis réinjectez-le dans l'expression. Et donc on trouve cette fois-ci 30,7 kg, moins 30,7 kJ. Donc faites bien attention, ici ce n'est pas la quantité de matière qui apparaît, c'est l'avancement. L'avancement est relié aux quantités de matière, mais n'est pas forcément égal aux quantités de matière. Tout dépend des proportions que l'on a disposées initialement dans le milieu réactionnel. Donc cette réaction, du coup, ici, on voit bien qu'on a une variation d'enthalpie qui est négative et donc on a bien une réaction qui est exothermique. Un autre exemple, on va reprendre notre exemple du propergol où cette fois-ci, on vous donne à la fois l'équation et l'enthalpie de réaction et là, on vous donne, ça vaut moins 2774 kJ par mol. Et donc, encore une fois, si on part de 1 mol de chaque, je ne vais pas vous refaire le tableau d'avancement, hein, mais si on part d'1 mol de chaque, 1 mol d'aluminium et 1 mol de perchlorate d'ammonium, dans ce cas-là, si vous reprenez exactement le même raisonnement que tout à l'heure, les deux réactifs sont limitants, mais l'avancement vaut 0,33 mol. Et donc, comme tout à l'heure, la variation d'enthalpie, c'est l'enthalpie de réaction fois l'avancement. Et donc, ça fait, si je fais l'application numérique, moins 891,3. kJ. Donc tout ça pour vous dire, attention, les quantités de matière, ce n'est pas forcément le facteur que l'on met ici. Il faut faire un tableau d'avancement, il faut calculer l'avancement. Alors, une petite remarque avant de passer à la suite. Jusqu'à maintenant, vous avez vu qu'on rajoute juste au-dessus d'enthalpie un petit cercle, d'accord, qui correspond en fait à désigner non pas l'enthalpie, mais l'enthalpie standard. Qu'est-ce que cette enthalpie standard? Eh bien, ça signifie que les réactifs sont pris dans leur état standard. Qu'est-ce que l'état standard? Eh bien, justement, c'est ce qu'on va voir maintenant lorsqu'on va aborder la loi de Hess. Mais sachez bien qu'il y a une différence entre l'enthalpie et l'enthalpie standard. Alors, il existe deux types d'états standards. Il y a les états standards et les états standards de référence. Donc, un état standard, comme son nom l'indique, c'est que l'on se fixe un standard pour les réactifs. C'est-à-dire on se fixe une référence. Donc, dans le cas de l'état standard, on se fixe notamment une pression standard qui vaut 1 bar. Puis, suivant l'état physique du composé chimique considéré, eh bien, l'état standard va varier. Dans le cas d'un gaz, l'état standard, c'est le gaz parfait qui est pris à une pression égale à la pression standard. Pour un solvant ou un liquide, eh bien, l'état standard est le corps pur. Par exemple, pour l'eau liquide, eh bien, c'est l'eau pure. Dans le cas d'un soluté,
Eh bien, c'est ce soluté, c'est-à-dire ce composé chimique qui est dissous dans un solvant, mais dont la concentration est égale à la concentration standard, qui vaut 1 mol par litre. De plus, on suppose que la solution est idéale, donc il n'y a pas d'interaction entre le soluté et le solvant. Pour un solide, eh bien c'est pareil que pour un liquide, c'est le corps pur. Alors, si vous regardez bien la manière dont on a défini ici l'ensemble des états standards, eh bien, on n'a jamais parlé de la température. C'est normal, puisque l'état standard n'est pas défini selon une température standard. D'accord ? Il y a une pression standard, mais il n'y a pas de température standard. La majorité des valeurs tabulées que nous allons utiliser cette année sont toutes tabulées à 25 degrés Celsius, c'est-à-dire à une température de 298 Kelvin. Mais on peut très bien tabuler à d'autres températures suivant le type de système que l'on étudie. Nous ici, on va étudier que des systèmes aux conditions normales de pression et de température, donc à 298 Kelvin. Mais on pourrait très bien avoir des valeurs tabulées pour d'autres températures. Maintenant, on va en revenir à l'établissement ici de cette enthalpie de réaction, puisque si vous vous rappelez ce que je vous ai dit sur l'énergie interne, qui est liée directement à l'enthalpie, cette énergie interne, vu qu'elle est reliée à l'énergie potentielle, eh bien, elle est définie à une constante près. Si on veut tabuler des enthalpies, il faut donc qu'on se fixe un standard permettant de fixer cette constante. Comme ici on travaille en chimie, eh bien en fait on va se fixer un standard pour chacun des éléments chimiques et ce standard, c'est ce qu'on appelle l'état standard de référence. Donc lorsqu'on désigne un état standard de référence, en fait on parle du coup de l'état standard de référence pour un élément chimique donné. Et donc en général, cela correspond à l'état le plus stable. Ce n'est pas forcément le cas, mais en tout cas, ça correspond en général à l'état le plus stable. Ou ce n'est pas l'état le plus stable, l'état qui est le plus simple de manipuler afin d'établir les tables de données. Et donc, l'état standard de référence correspond pour un élément chimique donné à un état de référence et donc qui dit état de référence dit forcément dans une phase de référence, c'est-à-dire liquide, solide, gaz, ou s'il est cristallisé, la forme allotropique qui correspond. Alors, exemple, si on prend l'hydrogène, eh bien l'état standard de référence, c'est le dihydrogène gazeux. Si on prend l'oxygène, l'état standard de référence,
c'est le dioxygène gazeux. Si on prend l'azote, c'est le diazote gazeux. Vous voyez ici, ce sont les gaz diatomiques simples qui correspondent. Dans le cas du carbone, comme on avait vu en chimie, il existe plusieurs variétés allotropiques du carbone. Et donc, par convention, on en a choisi une qui est la plus facile à manipuler, qui est le carbone graphite. D'accord, qui est bien entendu plus facile à manipuler que le diamant. À partir de ces états standards de référence, on est donc capable de tabuler des grandeurs de réaction. Ces grandeurs du coup de réaction que l'on peut tabuler, c'est ce qu'on appelle les enthalpies de formation. Donc l'enthalpie de formation, ça correspond à l'enthalpie de réaction, où la réaction, c'est la formation du composé à partir des éléments chimiques constitutifs de ce composé pris dans leur état standard de référence. Donc ça, c'est une phrase compliquée. On va faire un exemple, comme ça sera beaucoup plus simple. On va prendre le dioxyde de carbone. Donc le dioxyde de carbone, il est constitué de carbone et de dioxygène. Donc si je veux former le dioxyde de carbone, eh bien il faut que je parte de carbone graphite et que je fasse réagir avec du dioxygène gazeux. Ok. Maintenant, on va prendre un exemple plus compliqué, la synthèse du benzène. Alors, le benzène, c'est la molécule de formule C6H6L. L pour liquide. Donc, si je veux donner la réaction qui correspond à l'enthalpie de réaction de formation, eh bien, il faut que je parte du coup de 6 carbone graphite et de 3 molécules d'hydrogène. Et donc, l'enthalpie de réaction associée à cette réaction, du coup, c'est ce qu'on appelle l'enthalpie de formation du benzène liquide. Attention, du coup, le F, je vous rappelle qu'il est à côté du delta. Et qu'entre parenthèses, on marque bien le composé et on indique bien sa phase, puisque forcément, la valeur de l'enthalpie de formation va dépendre de la phase dans laquelle on récupère le composé à partir des états standards de référence des éléments chimiques qui constituent ce composé. Une fois qu'on a du coup tabulé toutes ces données, eh bien, on peut calculer n'importe quelle enthalpie de réaction pour n'importe quelle réaction. Comment? Eh bien, on va utiliser le fait que l'enthalpie est une fonction d'état. Sachant que c'est une fonction d'état, eh bien, il est extrêmement simple de déterminer l'enthalpie d'une réaction donnée à partir des enthalpies standards de formation. Ici, on va faire l'exemple donc de la formation du benzène à partir de 3 molécules d'éthène. Donc, on a 3 molécules d'éthène. Qui forment donc le benzène plus du dihydrogène. Alors, ici mon éthylène, ici mon benzène, ici mon dihydrogène. Vous voyez ici, je n'ai pas que des éléments chimiques qui sont dans leur état standard de référence.
Donc, il va falloir passer par un état fictif où en fait, je vais dissocier tous mes éthylènes pour n'avoir que tous ces éléments chimiques pris dans leur état standard de référence. Puis, je vais reformer le benzène à partir de ces composés. Donc ici, je vais donc former 3 fois 2 carbone, c'est-à-dire 6 carbone graphite. De H2, donc j'ai 8 hydrogènes, donc 4 molécules de dihydrogène. Cette réaction-ci, ça correspond à moins 3 fois la réaction de formation de l'éthylène. Donc ici, la variation d'enthalpie associée, c'est donc moins 3 fois l'enthalpie de formation de l'éthylène. Alors pourquoi moins 3 fois? C'est puisqu'ici je fais 3 fois la réaction à l'envers. Maintenant ici je vais former une fois le benzène. Donc l'enthalpie de réaction associée à cette deuxième réaction, c'est plus une fois l'enthalpie de formation du benzène. Alors, comment retenir facilement si on met un plus ou si on met un moins? Eh bien, tout simplement, ici, quand on forme le composé, eh bien, c'est plus l'enthalpie de formation. Lorsqu'on détruit le composé, c'est moins l'enthalpie de formation. OK? Donc ça, c'est simple. On forme, c'est plus. On détruit, c'est moins. Mais comme on a vu tout à l'heure, l'enthalpie est une fonction d'état. L'enthalpie étant une fonction d'état, elle ne dépend pas du chemin suivi. C'est-à-dire que l'enthalpie de réaction qu'on cherche ici, eh bien, c'est la somme de ces deux enthalpies. Et donc, c'est moins 3 fois l'enthalpie de formation de l'éthylène plus une fois l'enthalpie de formation du benzène. On peut voir ici que l'enthalpie de formation du dihydrogène n'apparaît pas. Pourquoi? Et c'est parce que le dihydrogène est déjà dans son état standard de référence. Et donc, son enthalpie de formation, en fait, est nulle. Donc, je pourrais le mettre, vu que ça vaut 0, je peux rajouter, si je veux, plus l'enthalpie de formation du dihydrogène. Qui, de toute façon, est nul, hein, puisqu'il est déjà dans son état standard de référence. Par conséquent, on peut voir qu'en fait, l'enthalpie de réaction, eh bien, c'est la somme pondérée par les coefficients stoichiométriques des différentes enthalpies de formation. Et ça, c'est ce qu'on appelle la loi de S, et c'est une loi qui est générale. Et donc, on obtient ce qu'on appelle la loi de S, qui est que l'enthalpie standard de réaction, c'est la somme pondérée par les coefficients stoichiométriques algébriques des différentes enthalpies standards de formation des composés qui interviennent dans la réaction chimique. Donc, attention, on parle bien des coefficients stoichiométriques algébriques. Et toutes ces grandeurs standards de formation, eh bien, elles sont tabulées et donc on est capable de calculer n'importe quelle enthalpie de réaction.